On nous a menti depuis qu'on est né en nous disant « je ne serai aimé que si je suis absolument autrement que je suis, sinon je n'aurai pas ma place dans le monde ». Je me suis rendu compte quand j'ai rencontré la méditation que ma vie, je la passais à chercher à être quelqu'un d'autre. Comme une forme de mal-être existentiel très profond en arrière-fond de ma vie. Et en commençant à méditer, je me suis rendu compte qu'au fond, ce qui faisait que ce mal-être était très présent, c'est que je ne m'acceptais pas entièrement comme j'étais. Il y avait comme une détestation un peu, voilà, que je ne voyais pas vraiment. Et là, tout d'un coup, arrête Mathieu. Ce que tu es là, Mathieu, c'est OK. Ce que permet la méditation, c'est d'apprendre d'abord à faire ce travail de réconciliation, en fait, très profond, pas à pas, moment après moment, chose après chose, et d'apprendre à aimer ce que je suis là maintenant. On assume la propre responsabilité de se dire à soi-même, oui, là, comme tu es, avec toutes tes difficultés du moment, ta vulnérabilité du moment, tu peux être comme tu es. Comment réussir juste à s'aimer comme on est ? Comment réussir à être juste authentique ? En nous libérant de nos peurs ou du regard d'autrui. C'est ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode de dialogue où je reçois Mathieu Brégégère, qui est le directeur de Réseau et qui consacre une grande part de sa vie à transmettre des stages de méditation. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de Foutez-vous la paix et le fondateur de Réseau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, je suis très content de te recevoir. Alors, je pense que tout le monde va être surpris de notre entretien. Est-ce que tu veux bien d'abord te présenter ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Mathieu Brégégère et je suis actuellement co-directeur de Réseau, l'école de méditation que tu as fondée il y a plus de 15 ans maintenant. Donc, c'est dire qu'on se connaît très bien. On se connaît très bien. On s'est rencontrés à peu près il y a 12 ans. Et je suis rentré comme ça par hasard, c'est vraiment par hasard, dans une soirée que tu animais autour de la méditation. Qu'est-ce qui t'avait emmené à l'idée de venir faire de la méditation ? Moi, à l'époque, j'étais éducateur de rue. Donc vraiment, j'avais aucune connaissance de la pratique de la méditation. Mais à l'école d'éducateur, ce qui m'avait vraiment touché, j'ai eu des grandes difficultés à l'école, en fait. J'étais je pensais jamais que je réussirais même à être éducateur, même si c'était vraiment une aspiration que j'avais, parce que les gens autour de moi qui s'inquiétaient beaucoup pour ma vie s'étaient rendus compte que j'avais une capacité à entrer en relation avec des publics, et des jeunes notamment, et en difficulté. Donc j'ai fait tout un parcours pour essayer le BAFA. C'était mon premier diplôme, c'était le BAFA. C'était vraiment une réussite, hein. J'ai fait une fête comme jamais. Et quand j'ai obtenu le bac et qu'il y a eu la possibilité d'entrer dans l'école d'éducateur, ça a été une première révolution dans ma vie où tout d'un coup, je me suis réconcilié avec le savoir et notamment la philosophie. Un prof de philo qui était éducateur lui aussi, qui était passionné par ça, il m'a transmis, il m'a regardé pour la première fois en disant, quand il me regardait, je sentais, tu peux faire quelque chose de ta vie. C'était la première fois, franchement, qu'il se passait ça dans ma vie. Donc, je l'ai suivi. Et franchement, ce qui était fou, hein, c'est qu'à la fin, alors que j'étais vraiment très, très, très mauvais, je crois que j'ai redoublé 2 fois, enfin, c'est quand même assez terrible. Et je suis devenu 3e de ma promotion d'éducateur spécialisé à la fin. Et lui, il m'a porté. Et donc, ça, c'était dans le sud-ouest de la France. Et j'ai décidé de monter, là, j'étais pris par la confiance, monter sur Paris, être éducateur de rue dans les endroits les plus durs de France. Un quartier à Gennevilliers vraiment très difficile. Et là, comme la philo m'avait parlé, je regardais sur Internet des petites choses. À l'époque, je tapais philo. Et là, je tombe sur toi. Donc, c'était une vidéo sur la philosophie, parce que tu es philosophe aussi. Et là, quand je t'entendais parler, je me dis, mais ce mec, il a quelque chose qui me parle. Ça veut dire que je sentais que ce que tu disais... Parce que je lisais un peu de philosophie, un peu en mode tout seul, mais je n'arrivais pas à beaucoup de textes, j'arrivais pas à sentir que ça pouvait m'aider dans mon métier d'éducateur de rue. Et là, je t'ai vu, je t'ai entendu parler, et j'ai senti que ça pouvait m'aider là, demain, quand j'allais dans la rue avec un jeune, tu vois. Et là, et après, tu as parlé de méditation. Je me suis dit, bon, d'accord, et j'ai cherché, tu avais une école à Paris, je me suis dit, bon, je vais y aller voir, j'ai ouvert la porte, et voilà, l'aventure a commencé, et ma vie s'est complètement transformée. De quelle manière la méditation t'a transformé, voilà, au point de devenir aujourd'hui, comme on a dit, le directeur de Réseau, mais surtout de transmettre la méditation. Et c'est surtout pour ça que je t'ai invité, puisque tu enseignes beaucoup la méditation. Et j'avais envie qu'on explique un peu aux gens que ce n'est pas du tout ce qu'ils croient et comment concrètement ça s'éprouve et comment ça transforme l'existence. Ouais, c'est vraiment... je crois que la première chose qui m'a vraiment bouleversé, c'est qu'en fait, depuis même le fait d'avoir fait cette école d'éducateur et
que je me sentais mieux dans ma peau, il y avait quand même comme une forme de mal-être existentiel très profond en arrière-fond de ma vie. Et en commençant à méditer, je me suis rendu compte qu'au fond, ce qui faisait que ce mal-être était très présent, c'est que je ne m'acceptais pas entièrement comme j'étais. Qu'il y avait comme en arrière-fond de ce que j'étais. Pourtant, je commençais à accomplir des choses, hein, mais il y avait comme une détestation un peu, voilà, que je ne voyais pas vraiment. Et là, tout d'un coup, méditer, c'est comme si tout l'arrière-fond de ce que tu es apparaît. Et ce qui est fou, hein, c'est que tu as beaucoup plus de lucidité sur ton existence, mais en même temps, tu es soutenu par des nouvelles forces que moi, je ne découvrais pas, notamment la découverte de mon corps, en fait, de l'ancrage corporel que moi, j'étais pas du tout intellectuel, mais en fait, j'étais tout le temps dans ma tête. Et là, tout d'un coup, je trouve un ancrage qui me permet de regarder la réalité en face et de voir que je ne m'aimais pas profondément, en fait. Ça a été un choc parce que voilà, quand j'étais un peu pris dans les cours d'estime de soi, je disais ouais, j'ai une bonne estime et tout ça. Et tout d'un coup, là, je commence à méditer. Donc, c'est pas du tout une expérience simple. Enfin, pas simple, mais pas facile. Donc, je me pose et comme j'ai assez de force, par cette découverte de ce corps ancrage, je peux regarder le réel et je m'aime pas. Et ce que permet la méditation, c'est d'apprendre d'abord à faire ce travail de réconciliation, en fait, très profond, pas à pas, moment après moment, chose après chose, et d'apprendre à aimer ce que je suis là maintenant, à chaque fois différent. Et ça a été la véritable claque, tout d'un coup, de voir ça. Donc ça, c'était où voilà. Et au début, moi, quand je suis arrivé, je voulais changer plein de choses, en fait. J'arrivais... Et c'est là où je me suis aperçu ça, je voulais changer ça, je voulais changer ceci. En toi-même. À moi-même. Je me suis dit, ah ouais, mais quand j'ai eu ce premier cours, en fait, avec toi, je me suis dit, j'étais très enthousiaste, pas de la bonne manière, je pense, en me disant, je vais pouvoir changer ça, je vais pouvoir changer ça, je vais pouvoir changer ça. Comme quoi, par exemple? Eh bien, je vais pouvoir être capable d'être beaucoup plus fort, parce que j'avais comme un petit côté où je m'excusais un peu d'être là. Et je me disais, là, je vais pouvoir assumer, être fort. Et en fait, là, tout d'un coup, ce que m'a permis d'abord la pratique, c'est, attends, commence d'abord par assumer entièrement là où tu es. Commence le chemin là où tu es. Parce que moi, j'avais des projets, je regardais le haut de la montagne, en fait. Je n'avais pas commencé les premières étapes. Et la méditation, ça m'a permis d'accepter presque un travail de patience, de commencer étape par étape. Et le paradoxe, hein, c'est qu'à la fois, on commence, c'est très lent comme processus, et en même temps, là, quand je regarde que j'étais éducateur de rue il y a 10 ans, que là, je suis co-directeur de réseau, j'assume des responsabilités, je transmets la méditation des fois devant 400 personnes, je me dis, mais en même temps, le chemin, c'est dingue, ce qui s'est passé. Je trouve que c'est important, ce que tu dis, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on raconte toute la journée aux gens. C'est-à-dire, vous avez un problème, si vous faites ceci, cela, vous allez changer et vous allez être enfin acceptable. Parce que ça, c'est le piège de ce que les gens appellent, sans doute un peu à tort, le développement personnel. Mais au fond, on pourrait dire de la plupart des ententes de la religion et du management généralisé dans lequel on vit, on est toujours au fond coupable et il faut que je fasse des efforts pour être ceci ou cela. Donc je trouve ça je trouve ça très, très juste que tu dis que la pratique, en tout cas comme nous la vivons dans Réseau, qui est assez différente de la manière dont elle est souvent présentée, c'est sûr qu'on fait quelque chose que tu décris très bien, qui est à la fois tout sain, comme tu le dis, mais aussi complètement étrange, puisqu'on arrête de vouloir se changer pour rentrer en rapport à ce qu'on est. C'est comme ça qu'on devient soi-même. C'est ça. Donc c'est complètement fou. C'est-à-dire que quand tu le dis, c'est très simple, mais je trouve qu'en le décrivant un peu, c'est un peu... Il y a quelque chose de presque... Je sais pas si tu seras d'accord, mais moi, je trouve presque de miraculeux. Parce que c'est illogique. C'est illogique. Je m'assois, j'entre en rapport à ce que je suis, je me rends compte à quel point je m'aime pas, et par là, je vais apprendre à m'aimer, plutôt que de dire, bon, d'accord, je m'aime pas, donc qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer? Donc, je dois faire tel truc. Ça a l'air... Je sais pas si tu es d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et en fait, on retrouve quelque chose d'un étonnement de ces possibilités, en fait. Moi, c'est ça qui s'est passé. C'est à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir être autre chose que j'étais, en fait, c'est ça la claque que j'ai prise. En fait, je me suis rendu compte quand j'ai rencontré la méditation que ma vie, je la passais à chercher à être quelqu'un d'autre. Et que tous les soirs, même, alors que j'étais éducateur, j'imaginais ce que je pouvais être d'autre que ce que j'étais là. C'était dingue. Et ça, je le fais depuis que je suis adolescent. Mais je m'en étais jamais aperçu autant que là. Et là, tout d'un coup, arrête, Mathieu.
Juste. Et c'est toi, en fait, des fois, tu vois, quand je parlais du regard de ce philosophe, voilà, c'est des gens à un moment qui te regardent, ils te rencontrent, et là, ils te voient, t'as l'impression qu'ils te voient entièrement, ils te disent, ce que tu es là, Mathieu, c'est OK. Et donc, c'est des êtres humains qui te le disent dans cette école que tu as fondée. Je trouve ça formidable. En plus, il y a tellement des êtres humains différents. Et en même temps, la pratique de la méditation elle-même, elle nous aide à assumer ça pour nous-mêmes, à arrêter d'attendre que quelqu'un nous dise ben oui, ça y est, tu peux être, même si on en a besoin. Mais à un moment, on assume la propre responsabilité de se dire à soi-même, oui, là, comme tu es, avec toutes tes difficultés du moment, ta vulnérabilité du moment, tu peux être comme tu es. C'est sûr que ça ne marche pas juste par une parole, ça peut être le regard de quelqu'un qui te fait sentir, ou la pratique de la méditation. Mais ceux qui nous écoutent, c'est pas juste en se le disant, non. On n'y croit pas, donc où ça devient juste, je me répète ça, oui, ça va, ça marche pas du tout. C'est vraiment une expérience très radicale. Ouais. C'est sûr, moi, je me souviens, c'est la même expérience que toi, je me souviens quand j'ai rencontré celui qui a été vraiment mon maître en philosophie, François Fédier, je me souviens... J'allais écouter ses cours et on allait boire un café après. Moi, j'étais auditeur libre, donc on allait boire un café après. Et un jour, on boit un café. Donc, le cours était de 8 à 10. Donc, à 10 heures, on prenait un café. Peut-être, ça faisait 2-3 mois que je venais en cours. Et il a rien dit. Mais j'ai vu à la manière dont il m'écoutait, moi aussi, un peu la même chose que toi, qu'il m'autorisait. Et au fond, c'est ça. La méditation, c'est la même chose. Ça nous autorise. Ça nous autorise. Moi, la raison pourquoi je voulais qu'on fasse ce dialogue, c'est qu'en tant que directeur de réseau, tu t'occupes de transmettre des stages de méditation qu'on a travaillé ensemble. On a essayé de mettre en œuvre, en musique, cette expérience, essayer de trouver la meilleure manière de réaliser en un stage une vraie transmission qui permette aux gens de vivre cette expérience. Donc, on va parler de ça, mais avant... je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouve poignant et même un peu déchirant. Comment le fait qu'on ne réussisse pas à l'école nous fait tant de mal. On pourrait croire que ce n'est pas si grave d'être mauvais élève, et tu racontes très bien, et je voulais juste revenir quand même un peu dessus, que tu finis par t'identifier au regard qu'on a sur toi. Et donc je trouve ça intéressant que d'un côté, il y a quelqu'un qui te regarde et qui donne confiance, ou la pratique de la méditation qui te montre qu'il y a quelque chose qui est sain en toi. Mais le regard, donc pour toi, c'était l'école, ça peut être les parents, ça peut être d'autres gens, et après pour plein de gens dans leur société, leurs managers, les gens. Quand le regard est négatif, on peut presque pas faire autrement. Et chez toi, ça a été un traumatisme très profond, au fond. Ouais, en fait, ce que je me suis rendu compte après coup, du coup, parce que pendant le moment, je ne voyais pas, c'est qu'à un moment, le regard qu'on te porte et le regard que tu te portes crée un figement, une identification à, par exemple, moi, le mauvais élève. Et en fait, c'est comme si ça fermait des zones. Parce que moi, ce qui était fou, c'est que j'étais devant mes cours et les gens à côté de moi, enfin voilà, les gens qui m'accompagnaient, et se me disaient, mais regarde, c'est là la solution. Je ne voyais pas. Je veux dire, c'était comme c'est comme si tout se fermait, je ne voyais pas, c'était le trou noir. Et je pensais que c'était ça mon intelligence, vraiment. Donc tu t'es identifié au fait que tu étais idiot, et que tu étais limité. Mais je pensais le fait que l'école te dise ça, avec juste un type d'intelligence, faisait que tu t'identifies à ça, et là tu décris très bien. C'est très important de dire ça à ceux qui nous écoutent, parce que ça, j'ai beaucoup étudié ça. En fait, le paradoxe, c'est une forme de tension et de stress qui fait qu'on devient idiot. J'étais vraiment idiot. Et ça, je n'étais pas idiot. Non, mais je le devenais, quoi. Le stress te bloquait. Ouais, ça me bloquait, et je le devenais, et du coup, je le croyais encore plus. Tu vois, c'est tout un cercle vicieux, et donc, ça devenait ma légende, ma manière d'être. C'est bien de dire ça, ta légende. C'est ça. On voit ça partout. Les gens s'identifient à quelque chose qui n'est pas eux, mais qui vient du regard des autres, et le regard entraînant une pression, une tension, fait qu'on devient ce que les gens nous disent, et c'est un cercle vicieux. C'est bien de décrire ce cercle vicieux, parce que c'est là où la plupart d'entre nous sommes pris. Et c'est intéressant parce que je crois qu'au fond, la méditation pourrait
elle est rarement présentée comme ça, mais pourrait être une manière de faire l'inverse, de faire un cercle vertueux qui nous libère de ce regard. C'est ça. En fait, parce que quand on se pose dans le moment présent, moi, ce que je me suis rendu compte, qu'on est là, qu'on a tout des repères aussi, parce que l'accompagnement de la patrie, ça donne des forces là, dans l'ici, là, juste maintenant, pour être accepté d'être là. Et en fait, dans ce noir total qui était ma vie et l'imaginaire que j'avais de moi-même, en fait, tu arrives à voir en fait, qu'il y a quelque chose là, qui était là et que tu voyais pas, en fait. Parce que tu étais complètement pris par... Et là, tu commences à aller et tu ouvres. Oh, et là, tout d'un coup, moi, j'étais dans une cage, en fait. Et tout d'un coup, je trouvais qu'il y avait une petite lumière. Et je regarde par la lumière. Ah, il y a quelque chose là-bas et tu peux regarder, en fait. Avant, je n'avais même pas la possibilité de regarder. Et mon intelligence a commencé à s'ouvrir, tu vois. Et en fait, j'ai vu que l'intelligence est quelque chose qui peut s'ouvrir. Et que c'est ça la chance que j'ai dans ma vie et qui fait que quand j'accompagne des gens, à la fois en difficulté, mais même dans les stages de méditation, j'ai une confiance absolue que quel que soit l'espace de figement dans laquelle quelqu'un peut être, il y a des styles de figement complètement différents, il y a une ouverture possible. Et le fait que j'ai cette confiance-là, la manière dont j'ai appris à regarder une personne dépasse le cadre de ce qu'elle nous montre, en fait, ce que je montrais avant, en fait, tu vois, et que ça va au-delà, en fait. Et en fait, quand on apprend à regarder comme ça au-delà de ce que quelqu'un nous montre en premier état, ça ouvre des opportunités pour la personne. Et voilà, et c'est comme ça, tout d'un coup, c'est ouvert. Et là, je me rends compte de l'intelligence, c'est mouvant. Et là, je suis sorti de la cage maintenant, et là, je marche, je dis, ah ouais. Et je sens que tout au long de ma vie, et quand je trouve beau dans ce réseau, c'est que je vois des gens de très âgés qui arrivent à 75 ans, il y a des, voilà, qui ont encore cette dimension où c'est ouvert, où l'intelligence s'ouvre. Ils vont visiter un nouveau lieu qu'ils n'avaient jamais visité avant, tu vois. Et moi, j'ai envie d'être comme ça toute ma vie. C'est ça qui m'appelle, tu vois. Parlons maintenant donc, de ce stage de méditation. Pourquoi faire un stage? C'est tellement essentiel pour entrer dans la pratique de la méditation. Et là, je dois dire, sur le reste, je pourrais dire des choses, mais là, tu es un peu aujourd'hui l'expert parce que je ne sais pas combien tu as fait t'as enseigné de stages de méditation, mais tu en enseignes beaucoup chaque année. Donc, tu t'es vraiment consacré à accueillir les gens et avec d'autres enseignants, mais d'être vraiment un peu un point de repère pour explorer comment transmettre au mieux la pratique de la méditation dans un stage. Mais alors, voilà, pourquoi c'est tellement important? Qu'est-ce qui se passe de si décisif de ce que tu vois en enseignant un stage? En fait, ce que je vois beaucoup autour de moi, parce que du coup, je transmets la méditation en dehors, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sentent que la pratique de la méditation, ça peut changer. Ils le sentent, c'est quand même une pratique à la mode aujourd'hui. Et donc, beaucoup de gens essayent par des applications, par des ouvrages, et c'est magnifique, et c'est très bien de commencer par là. Mais on sent, enfin, moi, ce que je vois dans la société, il y a peut-être sur les 100% de personnes, il y en a 90 qui arrêtent très vite, en fait, et qui n'arrivent pas à intégrer ça dans leur vie parce que souvent, on l'instrumentalise, c'est vendu comme un outil de plus parmi la multitude des outils pour aller mieux. Donc, peut-être ils ne sont pas à la bonne place dans la manière dont ils s'appuient sur cette pratique. Et là, un stage, quand on fait ce pas de faire un stage, c'est-à-dire de vivre une expérience de 5 jours en résidentiel dans un lieu, voilà, on essaye toujours de trouver des lieux propices à la possibilité de se poser, c'est-à-dire c'est toujours à la campagne, dans des endroits vraiment posés où il y a toujours la possibilité de se balader, vraiment des lieux très propices. On travaille beaucoup aussi tous les détails, c'est-à-dire vraiment comment on va manger sur place, comment on va dormir sur place. Enfin, le cadre est vraiment travaillé. Et là, on permet aux gens, pendant 5 jours, de vivre une expérience de présence qui leur permet de retrouver, au fond, peut-être ce qui s'est passé pour moi à un moment, c'est-à-dire cette possibilité pendant quelques jours pour se libérer de cette tendance à se mettre la pression tout le temps et à juste, pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, pendant 5 jours, assumer ce qu'ils sont, arrêter de faire semblant. Et ça fait un bien fou. Et vraiment, ils vivent, je crois qu'on peut dire qu'ils vivent une expérience qui les ouvre à jamais. Et quand on rentre à la maison après avoir vécu cette expérience, on peut, sans sourciller, installer une pratique. Il y a quelque chose où on a toutes les connaissances nécessaires pour le faire et pour intégrer la pratique, en fait, dans sa vie. Et en faire un chemin. Pas simplement un outil de développement personnel parmi d'autres, mais vraiment un chemin existentiel qui fait tournant. Voilà. Un stage, ça fait tournant dans une vie. Donc, d'accord. Mais ce qui serait bien qu'on arrive à montrer, c'est qu'est-ce qui se passe
dans un stage, parce que tu l'as dit, mais je pense qu'il faut y revenir de ce paradoxe à nouveau. On vient faire... Quand les gens pratiquent un peu au quotidien, leur difficulté, c'est... Il y a plein de problèmes de pratique au quotidien, ne pas avoir la bonne compréhension de la pratique, l'instrumentalisation de la pratique, mais aussi le fait qu'on tente quand même d'essayer de faire quelque chose. Tout le monde explique que méditer, c'est pas faire le vide dans sa tête, méditer, c'est pas essayer de se calmer, méditer, c'est rencontrer ce qui est, mais ça rentre par une oreille dans la vie quotidienne. C'est très difficile, en écoutant une application, d'accepter d'entrer simplement dans ce qui se passe. Donc, c'est peut-être ça la radicalité d'un stage, parce que c'est peut-être de pouvoir faire cette expérience, à un moment d'accepter de renoncer à vouloir essayer de contrôler tout. En fait, ce qui est magnifique, c'est que moi en même temps que je les enseigne, je m'occupe des inscriptions des stages. C'est vraiment une de mes missions dans Réseau. Et donc, du coup, j'ai l'occasion de pouvoir vraiment rencontrer un peu toutes les peurs des gens, puisque du coup, on s'appelle. Enfin, je travaille beaucoup la préparation, en fait. Parce qu'en fait, le stage, il commence dès que quelqu'un se dit « Tiens, peut-être, j'ai envie de faire le stage. » Et là, quelque chose est en train d'œuvrer en lui déjà. Et en fait, après, ils commencent à m'écrire ou à m'appeler. Souvent, ils ont des questions ou des peurs, souvent. Et donc là... Elles sont saines. Elles sont saines. Enfin, je veux dire, passer 5 jours, on connaît personne. Il faut bien voir où on va aller. Ouais, on ne sait pas où on va aller. Donc, moi, j'adore ce moment de préparation. Parce que je sens déjà les prémices. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, on sent cet appel du plus profond qui dit « Là, tu as besoin de faire quelque chose pour changer ta vie. » Mais après, il y a toutes les peurs autour qui disent « Mais non, n'y va pas, non, parce que ceci, non, parce que... » Mais moi, je regarde ce qui est au plus profond. Et après, les peurs, je les ai toutes tues, de toute façon. Toutes les peurs. Moi, quand j'ai débarqué, quand je suis rentré dans cette pièce où tu transmettais la méditation, et puis quand j'ai fait les stages, j'avais toutes les peurs des gens. Donc, les peurs, je les comprends. C'est quoi les peurs des gens ? Après, voilà, la peur... en fait, il y a d'abord les premières peurs que peuvent avoir les gens, c'est le côté logistique, comment ça s'organise au niveau de sur place, est-ce qu'il faut que je paye l'hébergement en plus ? Et vraiment, nous, donc, sur ce côté-là, on a tout est fait pour que, il y a des transports qui sont pensés avec des bus qui les amènent sur place. Enfin, voilà. Sur ça, très vite, ils sont rassurés. Mais après, les peurs que les gens peuvent avoir, c'est est-ce que je vais y arriver ? Comment ça va se passer avec les autres personnes autour ? Est-ce que je vais pouvoir tenir le coup ? Est-ce que c'est pas trop difficile ? Et donc voilà, vraiment de pouvoir mettre en lumière que là aussi, ce cadre pédagogique que tu as pensé, il est pensé pour des personnes qui démarrent la méditation, qui n'ont jamais médité. C'est ça qui est assez fou. C'est qu'il peut y avoir des personnes qui débutent la pratique dans ce stage. C'est-à-dire ils n'ont pas pratiqué, ils n'ont jamais, ils vont le découvrir. Et puis aussi des personnes qui ont une expérience profonde, qui ont vécu des expériences dans d'autres cadres, dans d'autres écoles, et ils vont pouvoir vivre aussi une expérience profonde. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que la plus grande peur des gens, c'est sortir de leurs habitudes. C'est un saut, en fait. Il y a vraiment un saut à faire. Et c'est clair, hein, moi, je leur vends pas du rêve. Hein. Je leur dis quand même, ça va être un saut. Il y a quelque chose qui va... Ce que vous faites, c'est un appel du plus profond et on va vous demander de faire un saut dans la présence. Et pour que ça devienne un miracle, il y a un saut à faire, un saut en parachute. Et ce saut-là, vous êtes capable de le faire. Et en fait, ce qui est fou, c'est que les gens, ils ont peur de perdre quelque chose de leur confort et de l'habitude. Et quand ils arrivent sur place, ce qu'on crée comme cadre, c'est l'espace sécure par excellence qu'ils n'ont jamais rencontré. C'est ça, à un moment. Au début, ils arrivent tous. Moi, j'adore ce moment-là. Ils arrivent tous. La première fois dans la salle, on est tous. Même moi, hein, j'arrive de ma vie. Tac. On se pose là dans ce début de stage. L'introduction, c'est vraiment le moment très important. Et là, on a tous nos peurs. Et tout d'un coup, on se pose. On fait les premiers. C'est des modules très bien pensés où il y a des temps de pratique, mais il y a des temps de questions-réponses. Il y a des enseignements. Donc, on ne va pas pratiquer 10 heures par jour, mais c'est vraiment très bien pensé pour que ça se fasse par étapes, très bien pensé par étapes. Et tout d'un coup, on se dit mais en fait, je suis en sécurité là. Et là, ils découvrent un espace, c'est ce que j'ai changé ma vie, un espace sécure qu'ils ne se sont jamais autorisés dans leur vie habituelle en fait. La vie qu'ils quittent et les peurs qu'ils avaient avant, en fait, c'était pas du tout. Ils se rendent compte que leur vie n'était pas du tout sécure et que là, il y a une possibilité d'ouvrir un espace de sécurité bien plus ample et bien plus profond, et ça leur permet d'assumer leur humanité entièrement. Pourquoi ce qu'on appelle le stage, c'est découvrir le miracle de la présence, à avoir avec
trouver une forme de sécurité? Parce que la présence, quand on s'y abandonne, la présence, c'est vraiment la possibilité de s'abandonner dans ce qui se passe là. On se rend compte que dans cet espace-là du moment présent, on rencontrera, comme je disais, moi, c'est la rencontre avec mon corps, ma présence corporelle, rencontrer ma respiration. Il y a des gens dans le stage, c'est la rencontre avec le souffle qui a bousculé leur vie. En fait, ce qui est magnifique, c'est qu'à un moment, dans le stage, c'est comme le stage, il est tellement riche, c'est comme une grande table où il y a plein de cadeaux. Il y en a partout, mais partout. C'est très, très riche. Hein. Et qu'à un moment, quand on va rentrer chez nous, on aura le cadeau dont on a besoin là maintenant. Et peut-être que le cadeau dont on avait besoin, c'est pas celui qu'on attendait, mais on va repartir avec son cadeau et c'est ça qui change la vie. Et pour certains, ça va être la rencontre avec leur souffle. Vraiment le souffle comme espace de possibilité de rencontrer la vie en eux. Toute la journée, moi je me rappelle surtout d'une dame qui m'avait parlé de ça, s'appelait Christine et vraiment, c'était une femme très active. Elle faisait plein de choses dans sa vie. C'était vraiment la superwoman, chef d'entreprise qui faisait énormément de choses. Et donc elle, faire un stage, c'est peur. En plus qu'elle m'avait appelé, je me rappelle très bien, elle m'avait appelé, elle me dit non mais là, qu'est-ce qu'on fait comme activité, c'est ça. Donc elle voulait vraiment tout savoir le programme. Est-ce qu'à un moment on va courir, est-ce qu'à un moment on va faire ceci. Je sentais qu'elle voulait vraiment optimiser son stage. Et donc bon, j'ai essayé de la rassurer en lui expliquant que c'était très organisé, en rassurant son côté optimisation, mais en lui disant voilà, mais après vous inquiétez pas, voilà. Et donc sur place, au début, je la sentais toute agitée, non mais il se passait parce qu'en même temps c'est très ordinaire ce qu'on fait. C'est vraiment rencontrer l'ordinaire de notre vie. Et il y a eu donc le souffle, c'est un module qui a lieu le 3e jour. Donc il y a toute une préparation et le souffle, c'est vraiment un des points de repère de la pratique qui nous permet de nous relier au moment présent. Et là, elle a rencontré son souffle. C'est tout simple. Et là, elle a rencontré, elle a pris, parce qu'il y a des moments d'échange, elle a pris le micro, elle a dit, la pratique sur le souffle, ça m'a, et elle a commencé à pleurer, elle a dit, ça a complètement bouleversé ma vie, parce que là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais vivante, que quelque chose de la vie revenait là, juste là, sans rien de plus. Et c'est comme là, tout d'un coup, si tout son monde où elle devait absolument optimiser chaque moment avait disparu et tout d'un coup, elle se réconciliait avec juste la vie en elle parce que le souffle, c'est la vie. Et là, elle disait, mais en fait, c'est tellement fragile et tellement précieux. Et elle sentait qu'elle finissait son souffle. Ah putain, c'est bon d'être là. Elle a senti, c'est juste bon d'être là. Là, à la fin, c'était plus du tout... elle m'a rappelé, hein, elle est d'ailleurs toujours dans Réseau et tout ça. Elle dit, mais je suis plus du tout la même chef d'entreprise aujourd'hui. Et la manière dont je parle, elle a dit, j'ai changé ma manière d'être aussi. Je me rendais compte que j'étais très violente, en fait, en voulant tout optimiser avec les gens autour d'elle. Avec moi-même d'abord, mais bien sûr, et c'est ça qu'elle a. Mais aussi avec les gens autour d'elle. Donc c'est ça, par exemple, ce que vit... elle est partie avec son cadeau, mais elle ne pensait pas que ça allait être ça. Oui, ce qui est intéressant, c'est que donc, on vient faire un stage, on rentre dans une expérience, et il y a plein de manières différentes, comme tu dis, d'avoir la possibilité d'entrer dans le miracle de la présence. Ouais. Ça peut être par le souffle, ça peut être par l'attention, par le corps, par l'écoute. Enfin, les gens sont guidés pour la radicalité de cette expérience. Et à un moment, sans qu'on l'ait vraiment voulu, en faisant juste la pratique, on reçoit le cadeau. C'est une belle image. C'est exactement ça. En fait, c'est ça. C'est ça que les gens sont complètement frappés à la fin. Ils ont dit, on vient tous avec des objectifs. On ne va pas se leurrer. On vient tous. Et petit à petit, c'est pour ça que le cadre du stage est très bien fait. C'est-à-dire que tout le départ, toute la première partie du stage, ça nous aide, mais vraiment en douceur, à laisser tomber un peu tous les objectifs et à juste rencontrer ce qui est. Et c'est là, dans cette rencontre, que par effraction presque, quelque chose vient qui les bouleverse, en fait, qui les étonne. Et en fait, c'est à la fois, et c'est ça qui est fou, c'est à la fois complètement eux-mêmes qui rencontrent, et c'est à la fois complètement nouveau. Et donc, ouais. Alors moi, évidemment, ça me touche beaucoup, parce que c'est l'expérience que j'ai faite quand j'avais 20 ans aussi, pas la même. Alors, ça fait plus de 30 ans que je réfléchis à cette expérience. Aujourd'hui, en t'écoutant, comme ceux qui écoutent la chaîne savent que j'invite beaucoup de thérapeutes, je réfléchis beaucoup à la souffrance, à la souffrance mentale, et beaucoup à la révolution qu'est la compréhension du trauma pour notre propre souffrance. Et en t'écoutant décrire les choses, je me dis, aujourd'hui, on comprend mieux.
grâce à la compréhension du trauma, ce qui se joue. Ouais. Puisque, en fait, dans le trauma, à la fois quand on vit un accident ou quand le trauma de développement, on a vécu quelque chose dans notre enfance qui ne nous donne pas la sécurité dont nous avons besoin, ce qui a été mon cas, on comprend aujourd'hui qu'une des formes de guérison, c'est justement d'entrer dans un présent sécure, parce que dans le trauma, tu vis dans le passé, sans t'en rendre compte, de manière très archaïque, c'est-à-dire tu as été dans une insécurité quand tu étais enfant, et donc la moindre chose te replonge dans cette insécurité. Et je crois qu'on commence à comprendre que la méditation pourrait, si elle était présentée, voilà, comme on essaye de le faire, non pas comme une technique pour essayer d'atteindre un état de calme ou je ne sais quoi, parce qu'à ce moment-là, c'est perdu, c'est repris dans le projet, mais au fond, c'est ça. Je peux m'abriter dans le présent en découvrant que le présent qui m'a toujours inquiété peut devenir sécure, puisqu'au fond, pour la plupart des gens, en fait, le présent est insécurisant. Donc les gens parlent tous, être dans le moment présent et tout ça, mais il y a un mensonge radical qu'on ne dit pas. C'est que c'est pas vrai, que le moment présent, il faut revenir et je marche et je suis là, je mange et je suis là. C'est pas vrai que ça marche pas du tout comme ça. Là, il y a quelque chose qui me frappe, que je trouve un malentendu et même un mensonge. Le présent, c'est pour la plupart des gens inquiétant. C'est un lieu dans lequel je ne me sens pas sécure. Donc, s'il n'y a pas la dimension sécure, je ne peux pas habiter le présent. Et donc, les gens disent qu'ils sont dans le présent, mais en fait, c'est de la blague. C'est extrêmement... C'est pas ce que tu décris de cette dame Christine, qui d'un seul coup, en respirant, sent... Enfin, un présent dans lequel on est autorisé d'être. Exactement. Donc, ce n'est pas du tout le moment présent, c'est le présent dans lequel on est autorisé d'être. C'est pour ça que ça s'appelle le miracle de la présence, parce que ce n'est pas le présent ordinaire, c'est un présent... Je crois que c'est ça qui est très important. Au-delà, voilà, que les gens décident de faire de la méditation, décident de faire un stage de méditation, mais au-delà, je crois que le message qu'on peut donner à tout le monde, c'est tant qu'on n'entre pas dans un présent sécure, c'est dur de vivre. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que je repense à ce que tu disais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, faire le stage, ça nous permet de voir la vérité de cette expérience? C'est parce que tout est fait pendant 5 jours, le cadre, pour nous faire vivre et expérimenter cette approche non évaluative de soi-même, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, le fil rouge du stage, c'est ton approche qui a changé la vie des milliers de gens. C'est foutez-vous la paix, qui est au cœur, qui est la ligne rouge, l'attitude que l'on cultive tout au long du stage. Et ça permet, voilà, au lieu de l'entendre et de le croire et que tout le système nous dise le contraire, là, tout d'un coup, de vivre pleinement ce que c'est, de se rencontrer sans s'évaluer. Et c'est ça qui change. C'est ça qui amène cet espace sécure et qui permet d'assumer l'inconfort de ce moment qui est là, présent, autour de nous, et en même temps de sentir que c'est inconfortable, mais qu'il y a notre humanité pleinement vivante qui est présente. Et ça, là, ce qui est fou, c'est que cette approche non évaluative, qu'on vit pleinement pendant les stages, moi j'essaye de le faire du coup avec les personnes que j'accompagne en dehors du cadre de réseau, et notamment les sportifs de haut niveau. Et ce qui est fou, c'est pour ça que j'ai confiance absolument en cette approche, c'est que même une sportive ou un sportif de haut niveau, dont toute son existence est de potentialiser chaque minute de sa vie. C'est ça le truc fou. Et tout est pris dans l'espace de l'évaluation. C'est tout le temps. De lui permettre, et moi au début c'est 1 heure, de lui permettre, et ça prend du temps, de créer des conditions pour qu'il goûte cet espace qu'offre la pratique, cet espace sécure, non évaluatif de lui-même. Pour lui, ça change sa vie en fait. Et ça change sa manière de faire du sport petit à petit, pas là sur la première séance, mais voilà. Parce qu'il faut dire, à côté de s'occuper de réseau, tu es préparateur mental. Pour les sportifs de haut niveau. Ça aussi, c'est complètement fou, là, de l'éducateur. Là, je rencontre des grands sportifs qui sont en équipe de France. Enfin, je veux dire, quand je reviens il y a 12 ans de ma vie, quand j'arrive comme ça dans cette école de méditation, et quand on me dit un jour, c'était ma passion le sport, mais bon,
que je sois préparateur mental de gens qui vont faire les Jeux Olympiques, je me dis non, je ne ferai jamais ça. C'est bien que tu racontes ça parce que, évidemment, les gens ont l'impression que s'ils se foutent la paix et ils rentrent dans le miracle de la présence, ils font plus rien. Et en fait, c'est intéressant qu'à côté de ça, à côté d'enseigner ce stage, tu travailles avec les sportifs de haut niveau et que c'est ça qui les aide avec des résultats vraiment importants et donc qu'on se trompe sur ce qu'on appelle la performance. Mais pour revenir au stage, est-ce que tu veux bien décrire une journée type ? Donc une journée type, c'est-à-dire le matin, il y a toujours une possibilité d'avoir une méditation libre. C'est un moment libre, voilà, qui à partir du 2e matin, on fait... Ceux qui aiment se lever tôt, ceux qui veulent dormir un peu plus tard. C'est ça. Parce que ça commence pas à 6h du matin. Non, ça commence pas à 6h du matin, mais voilà, à 7h30, pour ceux qui souhaitent, facultatif, ils peuvent avoir une méditation libre en silence, et certains, ils aiment bien ce moment, et d'autres, ils dorment. Il y a toujours le petit déjeuner, voilà, environ de 8 à 9. 9h30, on va commencer la journée ensemble, tous ensemble. On se retrouve dans la salle de pratique. Et là, il y a un module. Donc, il y a toujours un module par matinée. Et par exemple, là, on va pouvoir... Le matin, c'est souvent des modules très, très importants, enfin, qui sont très porteurs. Par exemple, on va avoir tout un module sur un matin, le 2e matin, le 3e matin sur le corps et la rencontre avec son corps. Et là, il y a à la fois un enseignant qui est là et qui va présenter des enseignements autour du rapport au corps que permet la pratique de la méditation, des pratiques guidées. Donc, c'est toujours ça, tenir à la fois l'expérience directe et l'enseignement. C'est cet équilibre-là. Des temps de questions-réponses pour ceux qui veulent. Et puis, des moments aussi où on peut, par exemple, il y a une méditation en marchant, où on découvre la méditation aussi à l'extérieur pour faire une pause et on revient. Donc, c'est à la fois... on ne va pas méditer 10 heures par jour. Mais en même temps, il y a un programme très bien pensé qui va permettre à la fois, tout en douceur, d'amener les gens à toucher la profondeur. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis donc du coup, après on mange ensemble à 12h30, donc c'est des modules comme ça toute la matinée. Il y a une pause là, jusqu'à 15h, et là on invite aussi les gens à se balader, c'est toujours, je vous disais, un des lieux, donc ils peuvent aller se promener. Un 2e module jusqu'à 16h30, donc 1h30, comme ça de module, pareil. Donc, par exemple, ça peut être sur le souffle, ça peut être sur l'esprit, ça peut être sur les émotions. Il y a toute une journée sur les émotions. Celle-là, elle bouleverse. C'est le 4e jour. Ça permet énormément à des gens de traverser des choses. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples comme ça de gens qui ont tout changé à ce moment-là. En fait, parfois, ces gens, le premier jour, et parfois, les gens, il y a quelque chose qui clique, là, qui se transforme juste avant de partir. C'est fou, hein, c'est complètement fou. Et des fois, il y a des gens qui m'appellent. Non, mais j'avais pas capté, mais 3 jours après, je suis rentré à la maison et là, j'ai vu quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis, donc, du coup, jusqu'à 16h30, il y a une postée. On fait vraiment les choses bien, une belle postée. On va se promener aussi, encore une fois, parce que c'est important aussi d'avoir des moments de promenade, de laisser respirer, de laisser œuvrer ce qu'on a reçu. Le repas du soir, un groupe d'études. On se retrouve en plus petit comité, on parle de la journée qui vient de se passer avec un thème, avec un modérateur qui les accompagne. Il y a toute une pédagogie aussi pour permettre que les échanges soient authentiques et vrais. Et puis d'apprendre que les gens apprennent à dire ce qu'ils ont, qu'on n'arrive pas souvent à savoir, et en formulant, des fois, on réalise mieux ce qu'on est en train de vivre. Ouais, moi, le groupe d'études, c'est là que j'ai appris à parler de ce que je sentais, en fait, à créer un lien entre ce que je sens et ce que je dis. Et ça a beaucoup changé ma vie. C'est ce qui m'a permis à un moment d'enseigner, c'est de faire ce rapprochement. Et les groupes d'études, voilà, ça aide beaucoup, beaucoup de gens. Une dernière pratique ensemble, et à 22h, voilà, chacun après rejoint sa chambre, est libre. Voilà. Donc il y a un aspect singulier comme approche par rapport à ce qui existe souvent, c'est le fait qu'il y a pas mal d'enseignements. Oui. Parce que la grande idée que j'ai eue, c'est que nous, occidentaux, on a besoin de comprendre. Ouais. Je crois que c'est vraiment important. Parce que c'est important de dire ça parce que t'as raison. En Orient, ils ne faisaient pas du tout comme ça. C'est par l'expérience et il n'y a pas d'explication. Voilà, moi j'ai appris le tir à l'arc japonais pendant des années, on n'explique rien. Et à force de le faire, après 10 ans, tu finis par comprendre. Ça, mais nous, on n'est pas élevés dans cette culture-là. Et je voyais que quand je faisais ça au début, avant que tu découvres la méditation, voilà, quand j'enseignais la méditation, je me rendais compte que les gens vivaient quelque chose, mais n'avaient pas les mots pour pouvoir l'intégrer complètement à leur vie. Ouais. Donc j'ai beaucoup essayé de travailler à voir comment transmettre pour que les gens se détendent, comprennent, puissent intégrer. Donc il y a toute cette partie-là qui à la fois emmène plus loin et permet de dissoudre les préconceptions avec lesquelles on vit. En fait, parce que pour entrer dans la méditation, on a beaucoup de préconceptions,
dont on ne se rend absolument pas compte, puisque c'est l'idéologie de notre monde. Et la méditation permet de voir, par exemple, on considère que le corps est un outil, sans s'en rendre compte, qu'on vit, voilà, on veut qu'il nous permette de faire ceci et cela, mais qu'est-ce que le corps veut ? Donc, exposer un peu ça, et montrer que c'est pas si étranger à nous, qu'au fond, l'Occident a pensé à un autre rapport au corps que celui qu'on a, est éclairant. Donc, il y a cet aspect-là c'est vrai. de ce que tu dis que je crois important de souligner. Et après, je crois que ce qui est très important à dire aux gens, c'est que donc, on ne pratique pas 12 heures par jour en se levant à 6 heures du matin, mais parce que ce qu'on vise, c'est une expérience extrêmement radicale. Ouais. Parce que il y a à la fois dans l'emploi du temps quelque chose où on prend les gens par la main, mais parce que la transmission que nous donnons est très... puissante. Oui, et puis très radicale, puissante, radicale, je ne sais pas comment il faut le dire, mais parce que je suis frappé, j'insiste beaucoup sur ce point, que les gens confondent dans notre société la vraie radicalité avec une sorte de difficulté extérieure. Donc si on dit aux gens, vous allez souffrir, vous n'allez pas dormir, on va vous faire pratiquer 24 heures par jour, les gens vont se dire, ah, là, ça doit être très intense et très profond. En fait, c'est pas vrai. Vous pouvez pratiquer sans dormir, mais l'enseignement qu'on vous donne, ça maintient vos schémas de pensée habituels. Ça ne va pas faire ce renversement qui va vous libérer, dont on a parlé, qui vient par différents moyens, mais il y a un moment, d'un seul coup, je découvre une autre manière, une autre possibilité d'être. Donc ça, je crois que c'est important. Peut-être si tu veux dire quelque chose sur ça, qui me semble quand même le cœur, enfin, au fond, c'est ça que j'ai reçu, moi, de mes propres maîtres, et qui me semblait la chose la plus importante. C'est sûr. C'est sûr que là, ce que tu as très bien dit, c'est ça, on est accompagné par la main, par un cadre très sécure, pour vivre pleinement la radicalité de ce que c'est assumer son humanité aujourd'hui et arrêter de faire semblant. Et ce n'est pas parce que, c'est ça, on médite des heures par jour qu'on va vivre ça. Moi, là, quand tu parlais, ça me faisait penser à... Alors, à chaque fois, je change le nom, même tout à l'heure, hein, parce que c'est important, mais je pensais à un homme que j'appellerais Serge. C'était dans mes premiers stages. Et ça a été très marquant pour moi, parce que, donc, du coup, lui, depuis le début... il était vraiment dans une attitude un peu cœur de glace, je dirais, très fermée, et il méditait depuis des années, en fait. C'était quelqu'un qui méditait, qui avait fait des stages partout, enfin, il était là. Parce qu'il faut dire, il y a beaucoup de gens qui font des stages ou de méditation, et ça leur ferme complètement le cœur, parce qu'ils sont pris dans l'idée, je vais réussir à atteindre un certain état. Et dans la tradition méditative, ça a toujours été décrit comme un piège, mais aujourd'hui, je vois des gens qui partent en Asie... dans des monastères, ils ont l'impression qu'ils vont recevoir une transmission, et ils sont complètement mis de travers, en retombant dans ce travers qui est sans arrêt pourtant décrit. On n'a pas le temps de parler ici, mais je pourrais donner au 7e siècle, au 9e siècle, en Chine, au Japon, partout, les gens disent « Attention, c'est le piège ». Donc ce piège a toujours été repéré. Au lieu de faire ce saut dans le miracle de la présence, les gens font un truc, j'obtiens quelque chose, je me contrôle, je fais un effort de contrôle de moi-même, donc c'est un peu ça que... C'était Serge, c'est vraiment ça. Alors là, c'est vraiment... C'était vraiment ça. Là, il était là. Et il était très assuré en même temps. Donc moi, c'était dans mes premiers stages que j'enseignais et tout ça. Et il me questionnait toujours dans les premiers trucs. Il disait, mais non, mais ça, moi j'ai entendu ça. Il sortait toujours des citations et tout ça. Et en même temps, je sentais qu'il assumait pas complètement son cœur, tu vois. Et c'est vraiment comme tu disais, cœur fermé, cœur de glace. Et comme ça, il méditait. Je le voyais. Des fois, je regardais méditer. On sentait qu'il était tendu de tout son être, en fait. Oui, parce que les gens, excuse-moi de te couper, mais c'est important que tu mentionnes ça. Quand les gens pratiquent très longtemps, souvent, leur idée, c'est « je vais tenir ». Voilà. Mais « je vais tenir », c'est pas ça qui fait entrer dans la profondeur. Ça devient juste une manière de se torturer, comme on s'aime déjà tellement pas. Exactement. Ça pose des problèmes. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. Et donc,
Voilà, j'ai décidé, même s'il me faisait peur, j'avoue, et en plus il venait me chercher tout le temps, je dis mais il va pas me lâcher, tout ça. Et puis bon, je tenais parce que moi je fais complètement, c'est ça qui est fou en plus avec, c'est que moi j'ai reçu quelque chose que j'ai pas inventé, c'est pas mon enseignement. Donc c'est ça qui m'aide beaucoup à enseigner, autrement je pourrais pas enseigner parce que j'ai pas du tout confiance en fait. Mais je suis porté par un enseignement, donc moi j'ai confiance en l'enseignement que j'ai reçu, il a changé ma vie, j'ai vu qu'il a changé la vie, donc je tiens parce que je suis tenu par cet enseignement ancestral que j'ai reçu. Voilà, j'ai rien à défendre moi-même personnellement, Mathieu Brégère, donc ça m'aide à tenir le choc et tout. Et on en arrive à cette fameuse journée des émotions, là, le 4e jour et tout. Et je voyais que ça commençait. Moi, ce que j'adore aussi dans les stages, c'est quand tu vois les visages fermés et que tout d'un coup, tu les vois au 3e jour, ça s'ouvre un peu. Tu vois, c'est juste une manière d'être dans le visage qui est un peu différent. Puis, je le voyais, qui parlait déjà, il était un peu différent déjà. Et là, à la fin, donc il y a une pratique qui s'appelle les 2 embrassements où on va vraiment à la rencontre de ces émotions, on les accueille, on leur fait de la place et en même temps, on fait l'expérience de ce que c'est l'émotion. Et là, il prend le micro en pleurs. Au fur et à mesure, en fait, c'est même pas au début, c'est au début, il parlait normalement, tu sentais dans sa voix le trémolo, et il dit « Je dois vous dire quelque chose vraiment, et malgré toutes les années, là, je suis en train de pleurer, et c'est très difficile pour moi de le faire, et en même temps, c'est une libération. Je dois vous dire que depuis que j'ai 8 ans, je n'ai pas pleuré. Et que là, ce qui se passe pour moi, là, ça change, enfin, c'est inouï ce qui se passe. Tout s'effrite et en même temps, j'ai jamais été aussi libre que dans ce stage et tout ça. Putain, là, mais je te jure, j'étais complètement bouleversé par cet homme qui était en face de moi et qui m'avait tellement fait chier, en fait. Mais je sentais bien son humanité, tu vois, derrière tout ça. Et là, de le voir s'ouvrir comme une fleur, comme ça, alors qu'il allait en Inde. Il me disait, mais toi, t'es allé en Inde, au Tibet? Je dis, mais non, pas du tout. Et dans les conversations qu'on a, et là, tout d'un coup, qui s'ouvre comme une fleur, là, c'est bon. Je me suis dit, c'est dingue. Et voilà, et c'est des choses comme ça qui peuvent arriver aussi. Et là encore, j'ai encore des discussions avec lui et c'est dingue comment ça a changé sa vie. Il est beaucoup plus libre d'être lui-même. Il est beaucoup plus heureux. Et en même temps, il assume ses vulnérabilités. Il n'est pas du tout parfait. Et c'est ça qui change aussi. C'est ça, cet espace sécure. Ça permet vraiment... Tu as dit quelque chose aussi d'important que je crois que c'est que tous ces enseignements, on ne les a pas inventés. C'est-à-dire, toi, tu les as reçus, mais moi aussi. Ouais. Voilà, ce qu'on a essayé de travailler, c'est l'emploi du temps. Ouais, c'est ça. C'est comment articuler les choses pour être fidèle à... Mais ce qui est vraiment radical dans notre approche, c'est qu'on a reçu une transmission absolument inouïe, que normalement, on n'aurait jamais dû recevoir, puisque moi, j'ai reçu ça par des maîtres qui venaient du Tibet, qui avaient dû fuir le Tibet, qui avaient dû fuir leur pays, sinon on les aurait jamais connus, qui sont venus vivre en Occident parce qu'il y avait pas, ou qui venaient très régulièrement en Occident. Voilà, moi je me souviens, un des maîtres qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelait Khenpo Strim Gyatso, il avait vécu dans une caverne au Tibet pendant 15 ans tout seul. Qu'est-ce qu'il faisait qu'il se retrouve voilà, aux États-Unis où j'étais dans le Vermont. Et donc c'est un peu étonnant, mais c'est vraiment cette transmission-là qu'on donne. Peut-être on peut dire qu'il y a des enseignements, mais quand même, le moment clé dans chaque stage, c'est qu'il y a une transmission de la pratique. Ça aussi, ça fait la différence. On ne peut pas faire de transmission avec une application. Et le moment de transmission, c'est quand même ce qui change beaucoup les choses, non ? Ah bah oui. Ça, je parle parce que c'est toi qui en fait l'expérience. J'en fais l'expérience et du coup, je suis jamais blasé. Parce que ça fait donc, t'en parlais tout à l'heure, j'ai fait 33 stages, 33 stages de méditation. Pas tout en tant qu'enseignant, hein. Mais il y a quelque chose, voilà, que je reçois ou que je transmets dans cet endroit-là, qui me réaligne en fait. C'est comme si je retrouvais ma place, parce qu'en fait ce monde, on ne se rend pas compte comment il nous désaligne en permanence en fait. Et là, je retrouve un stage, c'est la possibilité de retrouver mon ancrage et mon alignement, et du coup, de recevoir ou de transmettre, parce qu'en même temps je la reçois que tu la transmets, une initiation ancestrale. C'est quoi la transmission ? Pourquoi il y a une dimension de transmission ? Et il y a un moment précis dans le stage où on transmet. Pourquoi ça fait une différence ? Pourquoi c'est pas la même chose, une transmission, que d'écouter juste une cassette ou une application ? Parce que ça tient deux choses en même temps. Ça tient à la fois ce qui ne nous appartient pas,
c'est-à-dire quelque chose qui nous a été donné, et en même temps, c'est donné par un être humain à un autre être humain de cœur à cœur. En fait, il y a les deux choses qui fondent notre vie, en fait, de notre humanité, et qui a fait que moi, c'est une première rencontre de cœur à cœur qui a changé ma vie. Ce prof de philo, c'était un cœur à cœur. Ce que je vis avec toi, c'est de cœur à cœur. Et donc, du coup, à un moment, on crée des conditions pour qu'il y ait une transmission ancestrale qui se donne de cœur à cœur, d'être humain à être humain. Et ça, que ce soit notre être humain qui nous donne cette pratique, cette initiation ancestrale qui a changé la vie de milliers de gens, et que ce soit notre être humain dans notre vie là, qui ajuste la forme, parce que c'est le fond est le même, mais on ajuste la forme pour te le donner, ce cadeau, dire tiens voilà, tu es maintenant aussi partenaire de cette initiation qui a été reçue des millénaires. Putain, ça, tu peux pas le faire dans une appli ou sur YouTube, tu vois, c'est un truc qui se sent dans ton système, c'est ton système qui se transforme, c'est tout ton être, ton âme qui est portée par ça, et là, toute ta vie est changée, que tu fasses des milliers de choses à côté, c'est inscrit en toi. C'est comme une empreinte qui bouleverse une existence. Il y a ici, là, aussi une des grandes singularités de l'école, qui vient là de ceux qui m'ont transmis la méditation, c'est qu'il n'y a pas un maître dans le stage. C'est des enseignants qui ont pratiqué comme toi. Et le cœur de la transmission, c'est que c'est un être complètement ordinaire qui parle avec son cœur, qui se met à nu. Et la transmission vient de la capacité de quelqu'un de parler juste réellement, sincèrement, d'une expérience qu'il a vécue. Et c'est parce qu'il est simplement honnête qu'il y a une transmission de cœur à cœur. Et pour des tas de raisons, on n'a pas le temps de parler ici, j'ai beaucoup de doutes sur la relation du maître qui crée une sorte de hiérarchie, qui crée que les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur, que le maître sait plus qu'eux. Alors, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, on est un schéma beaucoup plus occidental. Mais vraiment, on est fidèle à la transmission, mais la forme est très occidentale. Donc, il y a 3 enseignants dans chaque stage. Et le propos majeur, c'est juste un peu comme ce que tu fais là, c'est juste quelqu'un qui parle simplement de ce qu'il a compris, de ce qu'il expérimente. Et on prétend pas rien d'autre que ça. Et ça bouleverse beaucoup les gens. De voir 3 êtres différents, 3 enseignants ou enseignantes différents qui ont des métiers différents. Parce que voilà, quand tu nous formes et tout, tu nous pousses à aussi faire d'autres choses à côté. Par exemple, moi, je suis co-directeur de réseau, mais en même temps, comme tu vois, j'ai mon expérience avec les sportifs de haut niveau. Je suis libre de faire des choses à côté, ce qui est très important pour toi. Et donc, en fait, il y a des gens qui sont là, les enseignants, ils font chacun un métier. Ils ont chacun de leur vie. Et ils transmettent ça de cœur à cœur comme ça. Et en fait, les gens sont bouleversés qu'en fait, on assume chacun notre style. On est complètement différents. Vous allez voir, on n'enseigne pas de la même place, de la même manière. Et on est porté par le même regard. Et c'est ça qui touche profondément les gens. Et ça crée une proximité. En fait, c'est pas nous, les enseignants, on est sur notre piédestal et on donne quelque chose. On est ensemble sur le chemin, en fait. Et c'est ça qui touche les gens. C'est tout d'un coup, habituellement, on a toujours été un peu... Moi, j'ai toujours regardé les gens qui m'ont enseigné comme ça. Et d'ailleurs, et là, tout d'un coup, les gens qui nous enseignent, on est dans une perspective horizontale où on sent qu'on est ensemble sur le chemin. Il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que l'enseignant, il vit les mêmes galères que nous. Et là, on se dit, ah, mais d'accord. Ça veut dire qu'à la fois, je peux assumer mes galères et en même temps faire une vie exceptionnelle et forte et puissante parce que voilà, on tient quelque chose. Donc voilà, c'est ça. Alors pour moi, là, ça m'a... c'est ça, quand toi, tu m'as rencontré tout ça, moi, je voulais, comme je disais, changer tout de moi, mais là, tu m'as dit juste, sois comme tu es. Et la première... Ça, j'ai oublié. Ça, t'as oublié, mais tu t'en souviens pas, mais donc, quand tu as commencé à former des enseignants et tout ça, donc moi, j'étais vraiment le plus jeune du groupe. Donc voilà, tu as quelques enseignants que tu as formés au départ. Je faisais partie de cette première équipe, en fait, c'est quand même dingue. Et moi, j'étais le plus jeune et franchement, l'envie de m'excuser était encore très présente. Et tu nous faisais faire vivre des choses, tester une pratique guidée, faire un petit enseignement pour nous former, en fait. Et à un moment, je passe et tout, et donc je dis quelque chose et tout ça. Et puis après, on travaillait sur des feedbacks et tout ça. Et puis tout le monde, là, je m'étais fait incendier. Non, mais Mathieu, il n'y a pas assez de précision. Mathieu, il ne fait pas assez ceci. Et toi, tu as dit, stop. Mathieu, vous le laissez. C'est peut-être pas encore assez précis, mais juste comme il est, ça suffit. Juste comme il est. Je te jure, j'étais parti de ce week-end, j'étais terrorisé de ce week-end, je suis parti ce week-end, mais j'étais tellement... Et en fait, je pouvais enseigner comme j'étais. Et paradoxalement, ça m'a aidé à travailler, en fait. C'est pas que je me dis, oh, ben ça va, juste comme je suis. Et c'est ça le paradoxe, c'est que, non,
loin de m'apitoyer, enfin de rester comme ça en me disant je fais plus rien. Non, j'ai envie de travailler à partir de qui j'étais, mais travailler malgré tout. Et tu m'as appris à travailler, pas en essayant de devenir quelqu'un d'autre, mais en travaillant à partir de ma forme, quoi. C'est ça ma forme. C'est comme ça que je suis. Voilà, c'est ce que je l'avais dit. Là, je me souviens très bien parce qu'il faut qu'on précise. Oui. Les gens disaient oui, c'est pas assez précis parce qu'ils voulaient être comme les sortes de gardiens d'une sorte de. Et je leur disais mais ce qui compte. Ouais. C'est comment l'expérience le transforme et qu'il est sincère. Ouais. Donc c'est ça qui est... Le reste, il va l'apprendre. C'est pas si difficile d'apprendre la précision. Parce que si tu avais été complètement à côté, j'aurais pas dit c'est bien... Mais j'essayais de voir par où... Bien sûr. Non, là, vous vous cachez. Il faut vous pratiquer davantage. Oui. J'aurais dit, ce que vous êtes est bien, mais il faut que tu pratiques plus longtemps. Tu n'as pas fait l'expérience encore de la pratique, donc tu ne peux pas la transmettre. Au fond, c'est ça. Ce que je vérifie, dans Réseau, on a plus de 50 enseignants. La chose que je regarde, c'est si les gens ont fait cette expérience et ont confiance que ce fait de ce miracle de la présence transforme l'existence et qu'il ne faut pas rajouter autre chose. Parce que quand les gens paniquent et n'ont pas confiance dans cette expérience, ce qu'on voit partout aujourd'hui dans la méditation, les gens n'ayant pas fait l'expérience de la méditation, ils parlent de la méditation, mais ils disent « vous allez vous calmer, vous allez réussir à faire ça ». Il faut que vous fassiez très attention à votre souffle. Il faut que vous fassiez... Donc, il n'y a aucune confiance. Donc une fois, quand je forme les enseignants, la chose que je regarde, c'est est-ce que la personne a confiance ? Et le reste, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est ça. Je t'ai dit, mais on s'en fout. Ouais. La précision, il va l'acquérir, il va travailler. mais ce qui compte, c'est ce point-là. Exactement, voilà. Et c'est ce point-là qu'on essaye de transmettre au stage et qui change absolument une existence. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'obstacles, comme tu l'as dit, mais la vision sur l'existence, une fois qu'on voit à quel point on nous a menti depuis qu'on est né, en nous disant « je ne serais aimé que si je suis absolument autrement que je suis, sinon je n'aurais pas ma place dans le monde ». Et au fond, moi, à chaque fois que j'enseigne, les gens me disent « oui, mais si je fais ce que vous dites, je n'ai pas trouvé ma place dans ce monde brutal ». Et c'est en fait la peur la plus fausse et qui emprisonne les gens, puisque une fois qu'on n'a plus besoin de se contrôler et qu'on a confiance, tout est plus simple. Et trouver place dans le monde est plus simple, comme tu le décris. C'est à partir de là que tu as réussi à devenir préparateur mental pour les grands sportifs, qui était pour toi un immense défi, passer beaucoup d'examens, te former. Mais c'est ça qu'il faut montrer, c'est que ça change absolument toute la perspective. Et c'est ça le cœur du miracle de la présence. Merci beaucoup. Je crois qu'on a essayé de présenter le plus fidèlement possible ce qu'est ce stage de méditation. Et si les gens ont comme ça un peu envie de le faire, on va mettre comment te contacter dans la description en dessous de la vidéo. Et voilà, et vous pourrez rentrer directement en rapport avec Mathieu. Mais je pense qu'ils n'auront plus beaucoup de questions avec tout ce qu'on a dit. Et si vous en avez encore, Mathieu vous répondra, je suis sûr, avec plaisir. Merci Mathieu. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange. Et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui... prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres, compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.